Merci. Donc je vais continuer un petit peu à discuter du dépistage et du traitement de la dénutrition, mais cette fois-ci chez le patient MRC et pas du tout dialysé. Alors vous allez voir que c'est un peu plus compliqué pour les diététiciens de dépister la dénutrition chez ces patients MRC. En tout cas, on aura l'occasion de le voir. Alors les recommandations, j'ai déjà eu l'occasion de présenter cette slide. Elles ont été revues il n'y a pas très très longtemps. Dans les cas d'Oki, il y a 2 ans maintenant. Vous m'entendez bien? J'ai pas l'impression que le son est très important. Donc vous les voyez ici à gauche, hein, ces recommandations, en tout cas ces différents objectifs. Alors on a surtout vu les changements au niveau des protéines, qui est souvent associé effectivement avec l'état nutritionnel et la dénutrition. Mais l'axe que je vais surtout développer aujourd'hui, c'est l'axe sur le côté énergétique, qui est souvent un petit peu oublié et qui ne peut être évalué que par les diététiciennes. Donc c'est souvent aussi pour ça qu'en fait, je m'entends mieux là, qu'effectivement il est un peu oublié. Donc on va en parler. Ça a évolué sur les objectifs. On était sur 30-40 kilocales par kilo. On est redescendu à 25-35 kilocales par kilo. Alors les messages derrière étaient que effectivement derrière les enquêtes qui pouvaient être faites dans les études d'apport, on avait des patients qui étaient assez stables avec des apports même en dessous de 30 kilocales par kilo. Sans doute aussi du fait de la baisse d'activité physique, hein, qu'on a déjà discuté et qu'on va continuer un petit peu à discuter. Mais pour autant, on a encore pas mal de patients qui sont en dessous et souvent on traite la dénutrition par les protéines, et ce qui pose du coup problème chez nos patients MRC, chez lesquels justement on cherche plutôt à les réduire pour diminuer l'urémie. Alors, quels sont les points de vigilance qu'il faut avoir avec ces patients-là, effectivement, MRC? C'est que sur ces recommandations, l'apport énergétique, comme je l'ai déjà évoqué, il n'est pas évalué si on ne fait pas d'enquête alimentaire. Ça, c'est un point qui est assez important et qui peut être non satisfait si on a un discours uniquement sur la réduction des protéines et pas uniquement sur une alimentation plus qualitative, également aussi en calories. Si on a des messages uniquement de restriction aux protéines, on peut effectivement amener les patients à se dénutrir dans les approches fortes de réduction en protéines. Donc c'est un point de vigilance qui est important, et c'est pour ça que les diètes sont les mieux placées pour accompagner cette néphroprotection alimentaire. Mais pour autant, il faut aussi qu'on ait les moyens et les outils d'évaluer ces apports en calories. Les protéines, donc ça, les messages commencent à bien passer, ça, c'est sûr, ça commence, effectivement. Donc c'est déjà bien diminué. Les néphrologues, vous participez bien à ces messages-là. Alors souvent, vous parlez de la viande, c'est déjà une étape, même s'il n'y a pas que la viande qui apporte des protéines. Mais en tout cas, vous participez à ça avec la promotion de la consultation diététique. Il faut être vigilant aux patients qui veulent aller un petit peu trop loin, qui peuvent aussi se dire tiens, je vais complètement enlever toutes les protéines. On en a. Donc là, les solutions qu'on a, c'est à la fois du suivi, en fait, mais du suivi très très proche pour revérifier avec les patients qui n'ont pas diminué trop fortement leurs apports en protéines. Et puis on a le soutien des mélanges d'acides aminés, comme le kétostéril, pour quand même assurer une balance azotée suffisante. Les recommandations sur les fibres, alors je vais aller un petit peu au-delà que des protéines énergie, parce qu'il n'y a pas que ça dans le côté nutritionnel. Mais les fibres sont apparues dans les dernières recommandations, notamment pour bien nourrir ce microbiote-là. Et on voit que ça joue, hein, notamment on a parlé un petit peu d'acidose ce matin, qui participe aussi au catabolisme musculaire. Mais, il n'y a pas que effectivement, les protéines et les calories à évaluer, c'est toute une alimentation mieux équilibrée qu'il faut travailler, avec suffisamment de végétaux. Je passe assez vite sur le potassium. On en parle aussi depuis pas mal de temps. Arrêtons de réduire les aliments riches en potassium. Il n'y a aucun lien entre les apports alimentaires en potassium et les kaliémies. On le dit, on le redit, on continuera à le redire. Mais ce n'est pas le sujet fort aujourd'hui. Et sur les phosphates et le sel, alors dans la maladie rénale chronique, il diminue avec les conseils de réduction en protéines, parce que ce sont finalement un petit peu les mêmes aliments qui sont concernés. Donc on est moins embêté. Là où on est le plus embêté, c'est sur les consommations d'aliments de plus en plus transformés dans nos populations. Pour rappel, on a gagné 10% en 5 ans de consommation d'aliments transformés. On est passé à plus de 30% d'aliments transformés consommés par la population française. Donc c'est un vrai problème lié à ça. Alors, les critères de nutrition, on les a vus en long, en large. Alors là, cette slide avait pour ambition de mélanger à la fois les critères donc, de l'ISNRM, qu'on vous a présenté tout à l'heure, et les nouvelles recommandations de l'HAS concernant la dénutrition, alors notamment la population âgée, parce que c'est plutôt quand même notre fil actif de patients.
Donc j'ai voulu en fait un petit peu confronter ces deux recommandations-là, parce que nous, les diètes, on les voit arriver dans ces recommandations-là dans les centres, et la question se pose sur son application. Alors l'HAS a apporté, comme ça a été évoqué dans les questions juste avant, deux niveaux maintenant, hein, le côté phénotypique, puis après le côté étiologique, où effectivement donc, on voit que l'albumine a régressé comme marqueur de diagnostic de la dénutrition, au profit plutôt de critères anthropométriques. Donc l'IMC, on voit que les cibles sont assez proches. On retrouve toujours les mêmes pertes de poids avec, sur les durées qui sont variables. Et par contre, effectivement, la donnée qui s'est rajoutée, c'est cette mesure de la composition corporelle qui était donc pour dépister la fameuse sarcopénie, le vrai déficit musculaire. Et cette évolution, évolution de la composition corporelle, elle est fonction de ce qu'on va regarder, des différents outils. Alors on peut parler de réduction de la masse, donc utilisée, mesurée en tout cas par des outils notamment d'impédance-métrie. On peut travailler sur la circonférence musculaire. Hein. Effectivement, si on n'a pas d'outils et si on est quand même motivé pour évaluer ça, on peut quand même arriver à regarder ça. Alors en dialyse, on peut travailler sur la génération de créatinine interdialytique. Il y a eu quelques études qui ont valorisé ça. C'est moins le sujet chez les patients MRC, bien évidemment. Et surtout, le nouveau critère qui est ressorti, c'est le fameux index de masse musculaire, avec des seuils chez l'homme ou la femme en dessous duquel on a une sarcopénie qui est diagnostiquée. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour les services, qui nécessitait vraiment du coup de mettre en place des outils adaptés et de s'en doter surtout. Sur les autres critères, pas de grosses nouveautés. L'HAS est un peu plus, on va dire, ambitieuse sur l'albumine, en dessous de 30, alors que bon, les SNRM étaient sur une barre à 38. En étant vigilant sur les techniques de mesure, hein, on a pu voir que selon la technique de mesure, on peut avoir des albumines qui sont mesurées, qui sont très différentes, mais c'est encore un autre sujet. Et par contre, effectivement, l'HAS a marqué le coup aussi sur les ingestats. Là, dans les critères de l'ISNRM, c'est plutôt des objectifs. Donc, chez le patient MRC, chez lequel on cherche à réduire les protéines, on retrouve donc ces critères-là. Mais par contre, on retrouve les apports en calories inférieurs à 25 kcal par kilo. Donc ça, il faut encore pouvoir l'évaluer. L'HAS, lui, est plutôt sur une évolution des apports avec une réduction de plus de 50%, qui semble assez plus proche de la réalité, où des gens qui vous disent tout simplement j'ai plus d'appétit et je mange moins, et quand on fait les calculs d'ingestat, on voit des baisses caloriques. C'est plutôt un critère assez fiable d'une nutrition qui s'installe. Alors, le côté calories, je voulais vous en parler pour, encore une fois, marquer un petit peu le coup. On a tendance à penser que la dénutrition, ça se gère uniquement par plus de protéines. Est-ce que déjà les patients, spontanément, ont des apports suffisants en calories? La réponse est non. Là, on voit une petite cohorte, une cohorte sympa quand même, 210 patients, pardon, avec donc un stade 4-5 de la maladie rénale. Et à partir d'enquêtes alimentaires réalisées sur 7 jours, on voyait bien qu'en fait 90% de ces patients-là étaient en dessous des recommandations d'apport énergétique, alors qu'en protéines, ils étaient finalement assez peu en dessous. Okay, donc là encore une fois, et on l'a déjà dit, mais on va le redire, hein, les patients, même s'ils baissent leur apport en protéines spontanément avec la maladie rénale, ils sont toujours un petit peu au-dessus des recommandations. Donc la dénutrition, en fait, elle est surtout en fait calorique quand elle s'installe. Autre cohorte là, de petites cohortes de femmes, on retrouve aussi pareil des apports en dessous des recommandations. Plus de 93% est en dessous des recommandations. Cohorte américaine, la CDS Study, que vous connaissez tous. Là, peu importe l'âge, on retrouve aussi toujours des apports en dessous des 25 kcal par kilo, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Et à mesure que la maladie rénale progresse chez des patients un peu plus âgés, avec une moyenne d'âge de 70 ans, là avec des relevés alimentaires de 7 jours, donc une évaluation beaucoup plus poussée. Dans tous les cas, on est en dessous, en tout cas on est sur une moyenne de 25 kcal, donc juste à la limite des apports recommandés. Et la tendance que l'on voit et qui s'observe, c'est que plus le DFG baisse, plus l'apport calorique baisse. Donc ça, c'était le point sur les calories. Sur les points des protéines, encore pareil, vous connaissez bien cette cohorte NANES, hein, qui nous ressort beaucoup d'études au quotidien. Là, on voit que également, à mesure que la maladie rénale progresse, vous avez certes une réduction de l'apport en protéines, là, qui est exprimée en grammes par kilo, mais on est toujours spontanément au-dessus des
1 gramme kilo. Hein. Donc, encore une fois, le patient insuffisant rénal mange trop de protéines, peu importe son stade. Hein. Donc ça a été montré chez les Américains, mais on retrouve aussi ces mêmes résultats cohorte française, donc néphrotest, avec que ce soit mesuré par l'urée urinaire des 24 heures ou mesuré par les évaluations des ingestats sur des relevés de 7 jours, spontanément, et peu importe le stade de la maladie rénale que vous voyez ici en bas, on est aussi sur des apports excédents en protéines, à plus d'1 gramme par kilo. Donc, encore une fois, le patient, on a toujours intérêt à réduire, à chercher à réduire les apports en protéines chez les patients insuffisants rénaux. Alors, ce qui a été moins mis en exergue sur cette étude-là, mais qu'on peut retrouver quand on la relit, c'est qu'effectivement, ils avaient quand même évalué les apports caloriques grâce à ces relevés alimentaires. On trouvait des ingestats qui étaient aussi juste à la limite des recommandations. Et donc, ça aurait mérité de confronter cette évaluation des calories au score de dénutrition dans cette cohorte. Alors, pour en revenir donc, à ces fameux critères de dénutrition, les Kadoki ont reprécisé les différents outils qu'on pouvait utiliser. Bon, je crois que le poids, il n'y a pas une discipline où on ne pèse pas autant nos patients. Donc, les données du poids, on les a et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, ce sont donc les nouveaux critères de composition corporelle qui ont amené à repenser sur quels outils on pouvait utiliser. Le DEXA reste le gold standard, qui a été repris bien évidemment dans les Kadoki. Pour autant, on n'est pas tous dotés de DEXA et ce n'est pas quelque chose qu'on peut reproduire très facilement chez les patients en chronique. On est tous bien d'accord sur ça. On retrouve l'impédance-métrie, bien entendu, qui se démocratise à fond, même si les Kadoki n'y donnent pas encore une importance suffisante, sans doute parce qu'on n'a pas encore beaucoup de données. Ça devrait pouvoir venir, ça se démocratise, on en a de plus en plus dans les centres. Mais en tout cas, pour l'instant, la seule recommandation de l'impédance-métrie, elle est sur l'évaluation de l'hydratation chez les patients hémodialysés avant la séance. Après la séance, c'est uniquement cette recommandation-là. On n'a pas encore chez les patients MRC. Alors, on peut avoir encore des centres qui utilisent les plis cutanés, peut-être qu'il y en a ici, pour mesurer effectivement le pourcentage de masse grasse. Donc ça, ce sont les 3 principaux outils qui pourraient être utilisés pour dépister, donc en tout cas évaluer la masse musculaire et dépister une sarcopénie. Et puis la force musculaire avec les fameux hand grip, qui sont pas si difficiles que ça à utiliser au final et qui peuvent être un bon outil pour répondre à ces nouveaux critères de l'HAS. Je passe assez vite sur les autres critères. La biologie, c'est pareil, on en a beaucoup. C'est très facile d'identifier, on l'a vu juste avant avec le score Rhône-Alpes. Sur l'évaluation des ingestats, là, on ne peut pas passer à côté. Il faut des diètes, bien évidemment. Je pense que tout le monde est convaincu ici. Il faut qu'on pousse nos tutelles à recruter plus de temps de diète et plus de diètes en général. Alors, pour autant, il faut que ces diètes soient aussi dotées d'outils, parce que calculer les ingestats, c'est pas facile quand on n'a pas un logiciel pour faciliter la prise des consommations et le calcul. En tout cas, les Kadoki recommandent au moins une évaluation d'1 fois par an. Donc ça peut quand même vous aider à chiffrer un peu le besoin en temps de diète et demander à nos tutelles. Alors je parle aux néphrologues et aux diètes, mais on est une paire qui vont aller demander effectivement un peu plus de temps. Sur les questionnaires de dépistage, je suis assez d'accord avec Denis. Effectivement, le SGA revient tout le temps dans les recommandations. Ça prend un certain temps. On a vu avec le score Rhône-Alpes que c'était encore plus rapide finalement de dépister ces patients-là, mais elles sont encore dans les recommandations. Donc ça peut servir dans certains services qui ont en fait l'habitude. Tout dépend encore une fois des outils mis en place et de l'habitude que l'on a avec ça. Alors la force musculaire, j'en profite un petit peu. Il y a eu des nouvelles recommandations, en tout cas de nouvelles infographies de la SFNCM sur cet outil-là et sur les modalités de prise. Vous voyez qu'avec ces visuels-là, c'est assez facile de mesurer et assez rapide de mesurer les patients en termes de force musculaire. Vous allez retrouver ici les cibles attendues de préhension normale, mais c'est un examen qui peut être assez rapidement fait, alors que ce soit par peut-être les néphrologues motivés, mais en tout cas les diététiciennes, et pas uniquement que les coachs APA. Je pense qu'aussi ce sont des outils qui pourraient être utilisés par les diètes pour répondre à ces critères-là. On retrouve ces objectifs-là de diagnostic de la sarcopénie dans les recommandations, dans ce consensus de 2019, où certes, effectivement, le lever de chaise est un peu plus compliqué à mettre en place, mais avec les dynamomètres, on peut très facilement dépister, screener les patients et les dépister pour voir si on a une sarcopénie qui est installée. En tout cas, la HAS a repris finalement ces travaux-là de consensus. Un petit point sur l'impédance métrique, qui encore une fois est un outil qu'on retrouve de plus en plus dans les services. À la Maison du Rhin, on a une expérience à peu près
10 ans, 11 ans de mesure d'impédance-métrie avec différents impédance-mètres. Donc c'est devenu un outil assez au quotidien pour différentes raisons. Parce qu'il n'y a pas que effectivement l'intérêt d'évaluer le poids sec si on parle des patients dialysés, même si la recommandation aujourd'hui est uniquement sur ça. Il y a suffisamment de data pour dire que c'est un outil utile, mais pas encore pour évaluer la nutrition à grande échelle dans nos populations-là. Pour autant, c'est un outil qui nous permet de renseigner sur plusieurs données, hein. À la fois l'hydratation, on est bien d'accord, mais la masse grasse, la masse musculaire. Et on peut du coup visualiser l'évolution des patients, et notamment grâce aux résultats qui sont obtenus de ces outils-là, ça peut être un outil motivationnel important pour les patients. Donc n'hésitez pas à montrer les résultats de ces mesures d'impédance-métrie aux patients qui peuvent les amener effectivement à percevoir que, au-delà du poids, qui est une notion finalement assez vague, hein, entre l'hydratation, le muscle, le gras, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Grâce à ces outils-là, on donne un petit peu du sens sur les évolutions du poids, et ça peut effectivement faire évoluer les patients sur l'engagement dans un programme d'activité physique, dans une meilleure nutrition. Alors les impédance-mètres, quels sont-ils, hein, à peu près? Il y a un peu de tout aussi sur ce marché-là. Il y a des impédance-mètres plutôt pour des pratiques libérales. Il y a des impédance-mètres de plus grande qualité. J'ai recensé ces quatre-là qu'on retrouve dans les outils utilisés dans les services de néphrologie. Donc il y a effectivement le BCM, le Z-Hydra, la balance CK et le InBody. Alors, je mets ces slides parce qu'on me demande souvent un petit peu l'avis. On a une belle expérience et on est identifié pour avoir un avis sur. Et puis en fait, on les a tous utilisés, nous, à la Maison du Rhin. Donc, on a pu comparer un petit peu ces outils-là. Alors, certains présentent des caractéristiques différentes, hein. On voit parfois des fréquences, des nombres de fréquences un peu différents. Tout ne se joue pas sur le nombre de fréquences. Déjà, je vous le dis, hein. C'est surtout sur le prisme de 1 à 1000 qui est assez important. Et en fait, tous ces impédance-mètres-là cochent ces critères-là de qualité. Les durées sont variables selon les outils. Certains impédance-mètres vont mesurer une partie du corps, d'autres vont avoir une mesure corps entier. Donc c'est souvent les arguments qu'ils vont utiliser, hein, pour une évaluation un peu plus précise. Et puis il y a le côté nomade, hein, qu'on peut tout à fait deviner avec une balance CK qui pèse plus de 200 kg. On ne la met pas dans sa voiture pour aller voir les patients. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que du coup, certains choix se font sur des impédance-mètres un peu plus nomades pour mieux suivre les patients. Après, en termes de critères de validation, ils ont globalement été tous validés par les méthodes de référence, que ce soit au niveau du DEXA et pour les tissus, que ce soit au niveau hydrique pour les méthodes de référence, comme vous voyez ici. Là où ça peut changer, par contre, c'est sur la présentation des résultats. Et c'est souvent du coup un petit peu difficile de comparer les impédance-mètres entre eux, parce qu'en fait, ce ne sont pas forcément toujours les mêmes résultats qui sont donnés par chaque impédance-mètre. Donc le BCM, il y a quelques années maintenant, avait retravaillé sur un modèle un peu plus simple avec des index de masse musculaire, des index de masse grasse, et puis une valeur de OH, cette hyperhydratation qui nous servirait à confirmer l'UF à enlever chez les patients. Alors que d'autres modèles vont un petit peu plus loin avec un peu plus de compartiments, sans forcément identifier une surcharge hydrosodée. Après, les points de différence aussi sont sur les populations de référence. Et puis après, finalement, ça se joue sur les algorithmes, où certains peuvent identifier les masses à partir de la mesure des fluides. Et donc, on imagine bien, notamment chez les patients modélisés, si on fait une mesure avant ou après dialyse, selon le volume qui aura été enlevé. Avec certains appareils, on voyait les masses bouger, ce qui était un petit peu bizarre, entre guillemets. Donc, certains appareils effectivement, ont évolué pour éviter ce lien entre l'évaluation de l'hydratation et l'évaluation des masses. Après, la dénutrition, c'est certes une histoire d'outils, hein, de dépistage, etc. C'est surtout aussi une histoire de suivi, en fait, hein, et de présence diète. Et finalement, avec une bonne collaboration, c'est finalement le meilleur outil pour prévenir la nutrition. Parce que la nutrition se prévient si en fait il y a déjà des actions éducatives et diététiques en amont de la présence d'une dénutrition. Malheureusement, on est encore trop appelé, et c'est un peu l'idée du score d'ailleurs, hein, de dépister les gens dénutris. Mais si en fait on avait la capacité à pouvoir avoir un maximum de patients et déjà être dans de la prévention derrière, ça serait déjà assez positif. Donc ça passe par une collaboration. Alors dans la MRC, avec le forfait MRC, ça a permis de structurer ça. On voit de meilleures prises en charge, hein, globalement.
à la fois donc, diététique et néphro, avec toute une stratégie d'évaluation des ingestats, avec des logiciels adaptés. Et puis, ces outils-là de démocratiser, de mesure de la composition corporelle, nous permettent effectivement de bien suivre l'aspect composition et finalement de répondre à ces critères de dénutrition. Donc la question de l'objectif du rythme, quel patient, il va dépendre un petit peu des structures et des moyens qui sont alloués, hein. Mais en tout cas, lorsqu'on veut accompagner les patients vers une néphroprotection alimentaire et donc vers une réduction des protéines, il faut avoir un travail éducatif, hein, pour concerner ces patients-là, faire le lien avec les bilans biologiques pour qu'ils comprennent l'intérêt de l'approche alimentaire, être dans une proposition de plusieurs solutions, hein, c'est ce qui permet d'avoir la meilleure adhésion et le meilleur succès des programmes alimentaires, hein. Si on n'est que sur la réduction de certains aliments, ça crée la dénutrition. Donc si on est force de proposition, on a une meilleure adhérence après des patients. Et comme est évoqué ici en bas, la meilleure solution, c'est effectivement le temps diète, le suivi assez régulier de ces patients-là. Donc, lorsqu'on prend en charge ces patients-là d'un point de vue alimentaire, certes, on va déjà travailler sur l'objectif protidique, hein, qui est de diminuer, hein. On va chercher du 0,8, du 0,6, voire un peu plus bas à 0,4, selon les objectifs, selon le stade de la maladie. Donc effectivement, nous les diètes, on va déjà travailler sur une réduction des fréquences, des quantités, des principales sources de protéines, mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Ce n'est pas uniquement une approche de réduction en protéines. Il faut que nous, les diètes, d'ailleurs, on s'assure d'un apport calorique suffisant. Et pour ça, en fait, on va travailler sur les autres aliments qui sont à la fois aussi protéino-glucidiques, hein. Et quand on est sur des objectifs à 0,4, ben, parfois ces aliments-là, il faut qu'on les réduise. Donc on verra les solutions qu'on peut avoir. Mais il faut qu'on travaille sur un maintien le plus adéquat de ces consommations-là pour ne pas réduire trop fortement l'apport calorique en ayant baissé uniquement les sources alimentaires de protéines. Et puis après, il y a aussi les aliments uniquement lipidiques, hein, les graisses d'ajout qui ont facilement tendance à être enlevées par les patients en pensant que sans le gras, c'est pas bien, et qui sont des bonnes sources de calories de manière générale et qu'il faut revaloriser, notamment dans un modèle qui nous a été encore remontré ce matin, celui du MedDiet. Alors, d'une manière générale, pour prévenir la dénutrition chez les patients MRC, quand on cherche la réduction en protéines, il faut d'abord toujours essayer de chercher à substituer que plutôt réduire. Et essayer de trouver, et nous les diètes, c'est notre métier, hein, on connaît les aliments, donc on est capable d'identifier les aliments qui sont moins protéinés dans une même catégorie d'aliments. Donc on peut travailler par exemple sur la substitution des laits d'origine animale avec des laits végétaux. Il y a une nouvelle offre alimentaire qui est arrivée et c'est aussi bon pour nous finalement dans la prise en charge là. On réduit très fortement les apports en protéines. Et puis sur tout ce qui est aliments glucidiques, on a des céréales qui sont moins protéinées que uniquement celles du blé. Donc on peut travailler sur d'autres céréales pour déjà réduire spontanément l'apport en protéines. Alors un petit focus sur les laits végétaux. Alors je ne suis pas sponsorisé par Biog, hein, mais j'ai pu avoir l'ensemble des captures pour montrer le panel qu'il y a. Et donc c'est vraiment des messages qu'on peut proposer, hein. On a toute une panel alors on appelle ça vulgairement des laits, même si on devrait plutôt dire des boissons végétales, mais qui ont vocation en fait à remplacer les laits d'origine animale. Vous voyez qu'en fait l'apport en protéines il est largement diminué selon le type de lait. Donc on peut économiser, pardon, c'est une économie, on peut économiser quand même pas mal de protéines en proposant à la découverte ces produits-là, et puis en espérant que ça peut convenir aux patients, parce que tout est une histoire après de goût derrière. Le mauvais exemple par contre est le lait de soja, qui en fait apporte quasiment autant de protéines que le lait d'origine animale. Donc mis à part celui-là, collègues néphrologues, vous pouvez conseiller éventuellement de tester, d'utiliser ces boissons végétales. On fait une économie intéressante en protéines. Et on a la même chose sur tout ce qui est plutôt laitage, voire dessert sucré. Vous voyez qu'il y a toute une gamme, avec des marques distributeurs aussi, qui permettent de faire des économies assez intéressantes, hein, quasiment 10 fois moins. Et donc, encore une fois, en consultation, on va proposer la dégustation en informant des marques qui sont intéressantes. On travaille sur le packaging comme ça. Et certains patients vont trouver ça assez sympa, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, on aura utilisé ces solutions-là. Donc ça, c'est pour économiser directement sur les protéines venant des aliments d'origine animale. Sur tout ce qui est aliments glucidiques,
On a effectivement donc les pains, les dérivés du pain qui sont autour de 8-10% de protéines. On a bien entendu des solutions. Alors, il y a des solutions intermédiaires. On peut aller sur notamment une grande variété de pains sans gluten qui sont un petit peu réduits en protéines. Alors, ce n'est pas tout le temps systématique, ça dépend des marques, mais certaines sont un petit peu réduites en protéines. On peut gagner 30, 40, 50% par rapport à la valeur initiale. Et puis, bien entendu, on a la gamme Flavis qui a quand même été conçue spécialement pour nos patients insuffisants rénaux, qui est maintenant disponible depuis 4-5 ans, et pour lequel il y a une étude multicentrique en cours qui a pour objectif, dans 2 ans, d'obtenir le remboursement. Donc on espère que ça va pouvoir être favorable. Et là, on aura vraiment une solution intéressante pour les patients, parce que là, vous ne réduisez pas l'apport calorique. Vous le maintenez. En plus, vous mettez beaucoup plus de fibres et vous enlevez aussi un petit peu du sel. Donc c'est optimal pour les patients. Donc au final, effectivement, on va chercher à réduire les protéines, ça c'est une chose, en jouant sur les fréquences, les quantités, en mettant en place des repas végétariens, des journées végétariennes, aller sur des modes, et en fait on va, à mesure que le patient est motivé d'évoluer dans son alimentation. Mais il faut être très vigilant, effectivement, parce que ça diminue l'apport calorique, la réduction de ces aliments riches en protéines, et il faut chercher à valoriser les bonnes graisses. Et donc le modèle qui est le plus efficace, on l'a encore vu ce matin dans la prise en charge, c'est le modèle méditerranéen qui prône donc déjà une réduction des aliments transformés, une alimentation plus naturelle. Ça, c'est pour éviter tous les additifs de phosphate, de potassium, de sel et de sucre. Bien entendu, il y a des recommandations de consommation équilibrées sur les viandes et équivalents, donc on va chercher à réduire ça sur les fréquences. Mais par contre, il y a une belle valorisation de l'huile d'olive, notamment des huiles de colza. Donc n'hésitez pas à utiliser vraiment comme argument le modèle méditerranéen. Ça fait titre, les patients, ils en ont entendu parler dans les médias, et donc ils seront plus enclins à se dire, ok, ouais, il faut que j'augmente l'huile d'olive, par exemple, sur la cuisson de mes aliments, sur mes assaisonnements, pour maintenir un apport calorique. Et bien entendu, ça prône un maximum les végétaux. Alors certes, ça n'apporte pas beaucoup de calories les végétaux, mais par contre, on a vu l'intérêt sur l'acidose, notamment encore ce matin, et plus généralement sur le microbiote, avec une bonne activité physique derrière. En conclusion, il faut du temps pour bien prendre en charge les patients MRC. Il faut un temps diététique suffisant. Ça, c'est très important. La clé, c'est le suivi, donc mettre en place des suivis assez réguliers au début, puis après éventuellement espacés lorsque les patients ont bien adapté leur alimentation et que la fonction rénale est bien stabilisée. Il faut qu'on se forme, nous, les diètes, bien évidemment. Je répète à mes collègues néphrologues, la formation initiale sur la néphrologie, elle est quasiment absente dans nos formations de diététiciens. Donc on a besoin d'avoir des formations complémentaires. C'est l'objectif de ces journées-là aujourd'hui, bien évidemment. Et on peut vraiment travailler sur les différents aspects de la nutrition. Et puis, on a des nouvelles gammes d'aliments qui effectivement nous permettent d'aider ces patients-là à réduire les protéines sans réduire les calories. Je vous remercie. Alors, je n'ai pas fini. Je termine quand même. Je fais un peu d'autopromotion pour l'association. Donc, pour ceux et celles qui sont complètement déconnectés et qui ne connaissent pas encore la DSN, on va quand même en continuer à en parler. C'est la première association nationale de diététique et nutrition en néphrologie. Alors, ce n'est pas que pour les diètes. Il nous faut des néphrologues, d'ailleurs. De toute façon, Isabelle, tu vas fermer les portes. Si effectivement vous n'êtes pas adhérent d'ici la journée, vous resterez ici. Non, en tout cas, la volonté, c'est d'avoir un site internet qui mutualise à la fois des ressources pour les patients, mais aussi pour les soignants. D'accord ? Donc, bien entendu, les ressources soignantes sont dépendantes de l'adhésion, donc vous n'aurez pas accès facilement comme ça. Mais en tout cas, on l'a développé en mois de mai et on est très heureux de vous annoncer qu'on a dépassé les 200 inscrits, les 200 adhérents la semaine dernière, juste avant le congrès. Donc là, on va monter à 300 aujourd'hui, j'espère. Et donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller adhérer. Vous avez le petit QR code à scanner sur le kakémono derrière ou ici qui vous amènera vers le site. Je vous remercie.